Venus aussi nombreux à notre troisième événement de Isegoria. Et là, ça prend une forme un peu différente des conférences classiques, puisque là, il s'agit d'une table ronde, donc je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi ça consiste. Le sujet de la table ronde, il est très actuel, puisqu'il s'agit des élections présidentielles américaines qui approchent à grands pas. Et pour ça, on a fait appel à deux professeurs de la grande école Sciences Po Rennes, Laure Chitkat et Lucie Lagège. Madame Chitkat, vous avez un master en sciences et histoire de l'Antiquité. Vous avez travaillé au CNRS en tant qu'archéologue et vous êtes agrégée d'histoire et de géopolitique. Après avoir travaillé à Sciences Po Lille, vous avez privilégié la Bretagne et débuté votre 5e année à nos côtés. Et vous travaillez actuellement à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Madame Lagège, vous avez vécu 12 ans en Amérique du Nord, ce qui vous donne une certaine expérience de la vie américaine. Et vous avez fait votre master à Columbia. Agrégé d'anglais, vous avez enseigné les langues, lettres et civilisations anglophones à Oxford et à la Sorbonne. Merci à toutes les deux de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, le format d'aujourd'hui, il diffère un peu des autres conférences classiques qu'on a fait pour ceux qui ont eu la chance d'y assister. On aura d'abord donc une présentation introductive par les deux professeurs, puis on passe directement à une discussion ouverte avec tout l'amphithéâtre. Donc on va faire passer des micros comme à la fin de chaque conférence classique, et le but c'est d'avoir vraiment plein de questions pour que ce soit un échange, donc on compte sur vous pour penser à des questions que vous trouvez intéressantes. Et donc vous avez Eva et Simon qui seront présents en qualité de modérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir plus ou moins régulièrement et rebondir sur les questions, voire demander des précisions, etc. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué la présence de SPR TV qui permettent une captation vidéo de la conférence. Donc, pour vous prévenir, vous serez filmé et la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de SPR TV. J'espère que tout est clair pour vous. Merci et bonne table ronde. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons débuter notre échange par un rappel des grandes lignes de ces élections. Et Madame Lagège, pouvez-vous nous expliquer comment se déroulent les élections américaines? Quelles sont les caractéristiques du bipartisme et aussi peut-être nous représenter rapidement les deux grands candidats? Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, je vais, comme on vous l'a dit, juste vraiment poser les bases du système électoral américain, quelles en sont ses particularités, et puis quelles sont les particularités de cette élection en particulier. Vous en avez probablement déjà beaucoup entendu parler, ce sont les élections les plus médiatisées de la planète. Vous en connaissez tous les détails. Et comme vous avez pu le voir, cette année, c'est toujours un grand moment de théâtre politique, les élections américaines. Et cette année encore, le show, le spectacle n'a pas déçu. Alors que tout laissait présager une redite de 2020, une redite des élections de 2020 avec les mêmes candidats, qui ont tous les deux déjà été présidents, donc pas de surprise, pas de nouveauté, pas d'espoir de changement. Tous les deux sont des hommes blancs, tous les deux sont âgés, 78 ans pour Trump, 81 ans pour Biden. On avait donc affaire à une sorte de festival de la gériatrie qui menaçait de s'essouffler assez rapidement et qui ne remportait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis coup de théâtre, comme vous le savez, coup de théâtre, performance catastrophique de Biden lors du débat présidentiel cet été, qui fait douter à ses partisans de sa capacité à gagner les élections. Bon, en fait, il y avait déjà pas mal de personnes qui lui demandaient de s'écarter de la course, et puis il finit par se retirer. Et c'est finalement au tour de la vice-présidente Kamala Harris que les partis démocrates et surtout tous ces grands donateurs vont se rallier à peine quelques mois de l'élection. Donc pas mal d'excitation. Ce n'est pas le seul coup de théâtre. N'oublions pas non plus qu'il y a eu cet été pas une mais deux tentatives d'assassinat du candidat Trump, vous vous en rappellerez, notamment avec une balle qui lui frôle l'oreille en direct.
Okay, en direct, qui jette du coup l'opprobre sur le service secret américain et qui bien sûr permet au candidat Trump une récupération politique quasi immédiate en live. Il faut quand même admettre qu'il a des talents télégéniques assez incroyables. Et il va même parader son bandeau à son oreille, vous vous en souviendrez peut-être, lors de la convention des Républicains, tel un martyr. Et on dit à cette convention qu'il a été sauvé par la main du Seigneur. Voilà. Donc, toujours un beau spectacle, les élections américaines. Mais je vais peut-être vous ennuyer un tout petit peu, mais revenir à la partie vraiment institutionnelle de ces élections. Les institutions qui se cachent derrière ce grand spectacle médiatique. Donc, je rappelle très brièvement les prérequis pour devenir président des États-Unis. Il faut avoir minimum 35 ans. Il faut avoir 35 ans. Il faut être né aux États-Unis. Ce sont deux choses qui sont inscrites dans la Constitution. Et puis, il faut y avoir vécu au moins 14 ans. Voilà. Donc, inscrit dans la Constitution, ces 3 critères. Importants parce qu'ils permettent de comprendre d'abord pourquoi est-ce que Trump a le droit de se présenter aux élections alors qu'il a une quantité indescriptible de procès à son actif, par exemple. Parce que la Constitution n'empêche pas à quelqu'un qui a été accusé d'un crime d'être président. Aussi important, l'idée d'être né aux États-Unis, parce que vous vous souviendrez peut-être, c'était il y a longtemps pour vous, mais quand le président Obama avait été beaucoup critiqué, parce qu'il y avait une suspicion, enfin les républicains avaient fait naître une suspicion sur le président Obama, sur sa légitimité, en demandant à voir son certificat de naissance pour bien prouver qu'il était né, donc il est né à Hawaï, qui est un État américain, et donc c'était bon. Donc important quand même ces 3 critères. Vous voyez que les élections, le cycle des élections dure véritablement une année entière. Tout commence au début de l'année, en janvier, avec les caucus et les primaires. La différence entre un caucus et un primaire, c'est que les caucus, c'est un grand rassemblement, où il va y avoir peut-être des discussions, plusieurs votes. Et puis les primaires, c'est vraiment un vote des membres du parti pour sélectionner leur meilleur candidat. Tout comme le premier, le plus connu, c'est le Iowa Caucus, qui se passe à l'Iowa et qui lance le bal, traditionnellement tous les ans. On a ensuite les grandes conventions nationales, très médiatisées également, où on a l'intronisation du candidat choisi et aussi grande révélation du choix du vice-président. Donc pour cette année, vous avez vu que les élections, les conventions républicaines s'est passé extrêmement étrangement. Donc Donald Trump a refusé de participer à tous les débats, à toutes les questions. Il a juste fait sa propre campagne, sa contre-campagne à côté tranquillement, parce qu'il savait déjà qu'il n'avait pas besoin de véritablement participer, puisqu'il allait être de toute façon choisi. Nikki Haley, par exemple, est écarté très rapidement. Et puis c'est un Trump triomphant qui annonce le candidat son vice-président, J.D. Vance, dont je vais reparler. Commence alors, après les grandes conventions, la campagne électorale à proprement parler, donc ça veut dire les rallyes, les meetings, les interviews, etc. Rappelez-vous, grosse différence quand même avec la France, c'est que les fonds de campagne sont illimités aux États-Unis et le temps de parole est également illimité. Il n'y a pas de règles comme en France. On a aussi le droit de mentir sur son candidat, on a le droit de dire des mauvaises choses. Donc on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle les attack ads. Ce sont des publicités que vous allez voir passer à la télévision qui attaquent de façon assez vicieuse les candidats opposés et qui se permettent pas mal de choses, pas mal de propos fallacieux. C'est le grand moment pour Trump, le moment de la campagne. Il peut vraiment jouer de son charisme naturel et continuer ce culte de la personnalité qui caractérise maintenant le Parti républicain. Donc, les débats, s'ensuivent ensuite les débats télévisés, on en a déjà parlé, le coup de théâtre de Biden. Le débat télévisé, c'est toujours un moment important aux États-Unis, surtout depuis qu'ils sont télévisés. On se souviendra dans l'histoire que le premier débat télévisé où Nixon faisait face à Kennedy, c'est vraiment joué à la beauté, au physique de Kennedy, qui était très télégénique. Et on a vu à quel point la télévision pouvait vraiment changer la donne. Donc aujourd'hui, vous avez vu que Biden a été éliminé à cause d'un débat, parce qu'il n'a pas, sa performance, il a montré les failles de l'âge devant la télévision. C'est une des réalités et c'est important dans le paysage politique américain aujourd'hui. On voit aussi que les interviews sont des moments de grande tension aussi, qui se transforment un petit peu en débat. Cette semaine, Kamala Harris a accepté de faire une interview auprès de la chaîne Fox News et ça a été véritablement comme un second débat, très tendu, beaucoup d'interruptions. Ce sont vraiment des performances téléphoniques qui peuvent avoir une importance très importante. Et enfin, on arrive en novembre au vote
vote populaire, aux élections générales, comme on les appelle, le vote populaire. Ça a toujours lieu un mardi, toujours le premier mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Et ça, c'est écrit tel quel dans la Constitution. Alors, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des élections un mardi, parce que les gens travaillent, c'est pour ça que nous, on les a un dimanche. Mais toute tentative de changer ce jour à un autre jour n'a jamais réussi, en partie parce que les personnes qui, du coup, ne votent pas parce qu'ils travaillent, c'est souvent les classes populaires ou les minorités, et ce n'est pas eux qui votent républicains, donc les républicains ont toujours bloqué toute tentative d'amender la Constitution à ce niveau. Je rappelle aussi que ça peut paraître de soi qu'il y ait des élections et qu'il y ait un vote en novembre. Rappelez qu'aux États-Unis, il y a encore et toujours aujourd'hui, malgré le fait que ce soit une démocratie, des problèmes d'accès au vote. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voter parce que, par exemple, on leur demande une pièce d'identité, mais que pas tout le monde a. Les gens votent avec leur permis de conduire aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité nationale. Donc, si on n'a pas de permis de conduire, on ne peut pas voter. Aussi, beaucoup de soucis, beaucoup de suspicions autour de ces élections. Donald Trump a accusé le système de fraude en 2020. Il y a, donc les deux partis ils s'accusent les uns les autres de commettre des fraudes électorales. Donc attention, système en tension, très très tendu. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'on aura vraiment les résultats le 6 au matin, parce que il est possible que certains États veulent passer à recompter les votes à la main. Enfin, voilà. En ce moment, dans un climat où l'urne n'est pas forcément protégée comme on le pense. Et enfin, donc on pourrait penser, ok, élection générale, ça suffit, ça s'arrête là, mais ce n'est pas le cas, parce que comme vous le savez probablement déjà, aux États-Unis, on a aussi un système de collège électoral, c'est-à-dire qu'il y a le vote populaire, qui représente le vote de chaque Américain, mais il y a aussi le système du collège électoral. Le collège électoral qui en fait est un deuxième vote qui a lieu en décembre. Donc en fait, ce qui se passe en novembre, c'est pas la fin des élections. En décembre, aura lieu le collège électoral. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais je vais le faire en 2 minutes chrono. Aux États-Unis, on ne vote pas directement pour le président ou la présidente des États-Unis. On vote pour 538 grands électeurs, 100 sénateurs, plus 435 représentants, plus 3 voix pour le District of Columbia, qui est en fait la capitale, qui n'est pas un État, mais qui a quand même droit à 3 voix. Donc on vote, je vous ai mis la petite carte, on vote pour 538 grands électeurs, qui sont répartis dans les 50 États américains. D'accord ? C'est le système du gagnant l'emporte, c'est-à-dire que si, par exemple, je gagne en Californie, eh bien, je gagne le vote des 55 grands électeurs de la Californie. L'objectif, c'est donc de cumuler les votes des grands électeurs de façon à arriver à 270. Si j'arrive à 270, j'ai gagné. C'est la moitié. D'accord ? Mais attention, comme vous pouvez le voir sur la carte, chaque État n'a pas le même nombre de grands électeurs. Ils sont attribués en fonction de la taille de la population. C'est pour ça que vous voyez que la Californie, il y en a 55, mais le Wyoming, il y en a 3, parce que c'est beaucoup moins peuplé. Alors, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ce collège électoral ? C'est important parce que ça veut dire qu'aux États-Unis, on peut remporter le vote populaire, mais pourtant perdre quand même les élections. C'était le cas d'Hillary Clinton face à Trump en 2016. Elle a gagné le vote populaire, elle a eu plus d'Américains ont voté pour elle que pour Trump, mais comme Trump avait les États stratégiques qui rapportaient le plus de points, c'est lui qui a gagné. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis que ça arrive. La deuxième raison pour laquelle le collège électoral est important, c'est qu'il il y a certains États qui deviennent ce qu'on appelle des États pivots. On appelle ça des swing states en anglais. Ce sont des États qui peuvent pas, on ne sait pas à l'avance s'ils vont être républicains ou démocrates. Par exemple, vous voyez, la Californie, c'est toujours plutôt démocrate, New York également, le Texas est assez traditionnellement républicain. Et il y a certains États où c'est un peu moitié-moitié, et donc tout se joue dans ces États. Ce sont les États pivots. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 28 États qui sont républicains, on est sûr que c'est républicain, 22 États démocrates, et puis 7 États pivots, où on sait qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises le jour des élections. Et les États pivots ne sont pas forcément toujours les mêmes d'une année à l'autre, parce que voilà, les populations changent, et puis les répartitions, les fractures sociales ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et donc cette année, c'est vraiment l'Arizona
qui pose question. Un Arizona qui était traditionnellement républicain, c'était l'État de McCain, mais qui a voté pour Biden en 2020. Donc ça, tous les regards, tous les projecteurs vont être sur l'Arizona. La Géorgie aussi, c'est un État du Sud qui est très conservateur, mais il y a une très grande classe moyenne, notamment une classe moyenne noire dans les villes comme Atlanta par exemple, donc pas sûr aussi de la Géorgie. Et voilà, donc ça c'est ce qui va se passer en décembre. Les grands électeurs, voilà, qui représentent chaque État, vont voter. Alors ça arrive parfois qu'un grand électeur ne vote pas comme on pense qu'il va le faire, parce que ce sont quand même des êtres humains. C'est ce qu'on appelle un faithless elector, c'est-à-dire un électeur sans foi. Alors c'est déjà arrivé dans l'histoire américaine, mais ça n'a jamais fondamentalement changé le résultat d'un vote. Donc ça peut arriver. Voilà. Une dernière petite particularité sur les élections américaines, je rappelle que ce ne sont pas que des élections présidentielles. On ne vote pas que pour les présidents, présidentes ou vice-présidents, vice-présidentes. Sur le bulletin de vote, on a aussi tout un tas d'autres élections, ce qu'on appelle les down ballot elections, c'est-à-dire, rappelez-vous qu'il y a aussi un tiers des sénateurs qui vont être réélus dans ces élections, la moitié des représentants à l'Assemblée qui vont être élus à cette élection, et même chose dans chaque État, parce que vous savez qu'il y a aussi un mini-gouvernement, si vous voulez, dans chaque État américain. Mais ce n'est pas que les sénateurs et les représentants à l'Assemblée qui sont réélus à ces élections, c'est aussi tout un tas d'autres élections locales. Par exemple, les procureurs de justice sont élus aux États-Unis, les recteurs d'académie sont élus aux États-Unis. C'est important parce que, par exemple, le choix des manuels scolaires, ça peut changer, ça peut influer. Les shérifs sont élus aussi, les shérifs dans certains comtés. En tout, il y a plus de 7000 élections locales qui vont se jouer la semaine prochaine, en plus des élections présidentielles. Donc c'est important parce que, alors ça peut paraître moins important, mais rappelez-vous que si le droit à l'avortement a été mis en difficulté aux États-Unis dernièrement, c'est entre autres parce que les républicains ont très habilement joué le jeu des élections locales. D'accord ? Et ont mis en place tout un tas de personnes qui pouvaient faire influer ce choix au niveau local. Donc absolument importante ces élections locales aussi. Et dernier petit point administratif, je rappelle qu'aux États-Unis, on peut voter par correspondance et on peut voter en avance. Donc ce qu'ils appellent le early vote. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des Américains qui ont déjà voté. Ils ont déjà voté, ils sont pleins à voter par correspondance. Donc ces élections ont en fait déjà commencé. Ok ? Voilà. Je vais peut-être rajouter une petite info sur un aspect particulier du système américain aussi, c'est son bipartisme. Bipartisme, ça veut tout simplement dire que le système électoral américain favorise l'émergence de deux grands partis, les républicains versus les démocrates. Ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un vote proportionnel, c'est le gagnant qui l'emporte, c'est la majorité qui l'emporte, et il n'y a qu'un seul tour. Donc ça favorise très traditionnellement l'émergence de deux grands partis. Voilà. Il se peut quand même que de temps en temps, il y ait d'autres candidats qui se présentent quand même, qui ne soient ni républicains ni démocrates. Ils font rarement, ils ne gagnent jamais, c'est un très petit pourcentage. Le seul qui a failli gagner, c'est Ross Perot dans les années 80, qui avait fait 19%, mais sinon c'est entre 1 et 3%. Je les mentionne quand même rapidement, ces third party candidates qui restent encore, il y en avait plus, mais voilà ceux qui ont un peu été importants. Donc en bas ici, on a Robert Kennedy Jr., qui était le fils de Robert Kennedy, mais qui a renoncé à la course et qui maintenant soutient Trump. Et puis vous avez en haut, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Chase Oliver, c'est le parti libertaire américain. Et puis on avait Jill Stein, qui est le parti vert. Il y a un parti vert, un parti écologiste aux États-Unis, qui se débrouille pas très bien, mais ces candidats, on les appelle des spoilers aux États-Unis, parce qu'ils peuvent, quand c'est une élection très 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 serrée cette année, très 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 serrée, on ne sait pas vraiment, ça va se jouer à très peu, et du coup les quelques votes pour Jill Stein ou pour Chase Oliver pourraient peut-être faire tout basculer, et donc ça donne lieu à beaucoup de disputes intestines au sein du Parti démocrate et au sein du Parti républicain sur ces personnes qui trahissent, qui pourraient peut-être mettre en jeu le vote. Voilà. Donc vous savez tout sur le système. Comme je l'ai dit, élection très très serrée. On ne sait pas et vraiment ce qui va se passer. Et il y a quelques doutes. Il y a pas mal de candidats encore indécis. Pas mal de candidats indécis, et puis une petite interrogation notamment sur les étudiants. Est-ce que la situation au Moyen-Orient va peser sur leur décision de voter ou non démocrate? Voilà, c'est une petite interrogation aussi à ce niveau-là. Je vais passer, si j'ai encore le temps.
c'est bon. Au portrait des candidats. Alors, bon, en réalité, je n'ai pas vraiment besoin de les présenter. Je pense que vous les connaissez tous un petit peu déjà. Mais je rappelle que Trump, avant de devenir candidat aux élections, c'était un développeur immobilier véreux dans les années 80, qui était la cible des tabloïds et des humoristes pour son mauvais goût ostentatoire. Voilà, il avait des toilettes en or, sa perruque était particulièrement mal façonnée. Voilà, c'était surtout pour ça qu'il était connu à l'époque. Il était aussi connu pour ses divorces très médiatiques. Voilà. Et puis il devient une star de la télé-réalité dans les années 2000, une espèce de deuxième incarnation. Et ce qu'il vend, c'est le rêve américain, avec la publication d'un livre, un best-seller, The Art of the Deal, qui promet de vous apprendre comment il est devenu riche, et puis aussi The Apprentice, cette télé-réalité où les candidats peuvent oser espérer avoir un stage auprès de la compagnie Trump. Donc l'idée, c'est classique, c'est il incarnerait le rêve américain, n'importe qui peut devenir un milliardaire, et que pour vous aussi c'est possible, et que donc voilà, si c'est possible pour Trump, c'est possible pour vous, enfin en tout cas pour les Américains. Voilà, donc comme on le sait, ces idées sont assez détestables, mais c'est un excellent commercial, une figure hautement charismatique. Il a d'ailleurs réussi à profiter financièrement de sa carrière politique. On a juste à regarder les produits dérivés qui émanent de sa campagne. Il a, je crois, cette année seulement une nouvelle marque de chaussures à son actif, de baskets par exemple. Mais il a aussi publié une version de la Bible. Rappelez-vous que la Bible, c'est le livre qui est le vendu le plus au monde. Et donc une version de la Bible, mais qui contient également quelques extraits de la Constitution et autres textes patriotiques, et qui est vendu à tous les rallyes, etc. Donc il y en a je pourrais vous donner un milliard d'autres exemples. Voilà. Et rappelez-vous qu'il veut, entre autres, être président à nouveau parce qu'il aurait une immunité présidentielle et il pourrait aussi ne pas faire face aux conséquences de ces divers procès. Donc voilà, il a vraiment une approche assez opportuniste des élections et de sa carrière politique. Voilà. Il se caractérise, Donald Trump, par une philosophie qui lui a été impartie par Robert Cohn, qui était un avocat assez connu dans les années 80, connu pour son agressivité. Sa stratégie, elle est très simple. Il la résume en disant « attack, attack, attack ». C'est-à-dire que si on nous critique, il y a la moindre critique, on répond avec une attaque ad hominem, avec des insultes, des petits noms méchants. Voilà, on attaque, on ne s'excuse jamais. On ne se remet jamais en question. Et voilà, c'est une efficacité redoutable. L'autre, c'est deny everything. On nie toute accusation. Voilà. Pour en revenir rapidement à ces procès, en 2024, Donald Trump, il aurait dû comparaître au moins 4 fois au tribunal en 2024 pour des poursuites pénales. Il n'a finalement connu qu'un seul procès. Il a été reconnu coupable par un jury populaire le 30 mai de 34 chefs d'accusation dans l'affaire des falsifications comptables en lien avec les paiements secrets de Stormy Daniels, vous savez, qui était je n'explique pas, vous savez qui c'est. Voilà. Et il est toujours bien sûr poursuivi dans d'autres dossiers, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a fraude électorale en Géorgie en 2020, recel de documents classifiés à Mar-a-Lago, falsification des comptes pendant la campagne de 2016, il y a une condamnation à venir, surévaluation frauduleuse d'actifs, où là il a été condamné. Voilà, c'est pas glorieux. Mais rappelez-vous que la Cour suprême des États-Unis cet été a dit que l'immunité présidentielle s'étendait pour tout ce qui est autour du 6 janvier et de l'attaque sur le congrès du 6 janvier. Là, il a une immunité, si vous voulez, parce que l'immunité présidentielle serait encore en cours à ce moment-là. Donc la Cour suprême, qui est à majorité conservatrice, le soutient quand même, lui a évité pas mal de soucis cet été. Voilà. Alors, c'est un candidat fantasque, dangereux, qui semble menacer la démocratie, mais bon, je rappelle aussi que pendant son premier terme, la démocratie américaine a quand même tenu le coup. C'était le stress test de la démocratie américaine, elle a quand même tenu le coup. Le système des freins et des contrepoids américains, le system of checks and balances, a tenu le coup, et ces pires idées n'ont pas pu être mises en place. Le Muslim ban, par exemple, je ne sais pas si vous venez, il voulait interdire aux musulmans d'entrer sur le territoire américain, par exemple, ça n'a pas tenu. Mais bon, il a quand même quitté pas mal voilà, en termes de coopération internationale, ça n'a pas été terrible. Et puis, un épuisement cognitif
hein, un épuisement cognitif parce qu'il était tous les jours un nouveau scandale, une nouvelle diatribe sur Twitter hein, qui le caractérise. Ce qui le caractérise peut-être le plus, c'est qu'il semble hermétique au scandale. Hermétique au scandale. Tout ce qui aurait fait tomber un autre personnage politique ne l'atteint pas, hein, et il s'affranchit de toutes les règles. Je n'ai pas besoin de débattre, je n'ai pas besoin de... etc. Voilà, je peux avoir des maîtresses et ce n'est pas grave. Voilà. Donc il refuse de débattre même avec les autres républicains. Et donc aujourd'hui, le constat, c'est que le parti républicain traditionnel n'existe plus. C'est aujourd'hui le parti de Trump. C'est le parti de Trump. Il a d'ailleurs nommé sa belle-fille à la tête du parti républicain très récemment. D'accord ? Donc on parlera peut-être dans les questions tout à l'heure de la marque de fabrique du Trumpisme, mais je pense que dans ces élections, vous l'avez bien vu, c'est un message simple, c'est attiser la peur. Hein, la peur d'un ennemi extérieur. Ici, donc ça peut être les immigrés, on va dire, qui mangeraient des chats et des chiens, enfin vraiment dans quelque chose de très très fantasque, alors que l'immigration à la frontière mexicaine-États-Unis est en baisse. Hein. Elle est en baisse, mais c'est pas grave, on invente un ennemi mythique, cet immigré qui menacerait l'Amérique, et puis on attise la peur, hein. C'est vraiment une espèce de campagne dystopique hein, qu'il mène. Voilà. Sur Kamala Harris, quelques instants, parce que c'est vrai qu'on la connaît peut-être un peu moins bien qu'en France. Elle a 59 ans, on ne dirait pas, mais elle a 59 ans, elle est née en Californie. D'un père jamaïcain et d'une mère indienne, mais elle vient d'un milieu aisé. Hein, son père était professeur d'économie à Princeton, à l'université Princeton, et elle étudie à Howard University, qui est une université historiquement noire aux États-Unis. Donc elle était procureure, hein, elle était procureure en Californie, puis garde des sceaux de l'État de la Californie, avant de devenir sénatrice aussi de la Californie. Donc en fait, elle a une très très longue carrière dans le service public. Si on compare avec Trump, il n'a aucune carrière dans le service public à part président. Elle est surtout connue des Américains pour ses questions incisives lors des audiences du Sénat. Notamment quand il y avait un débat dans la Cour suprême autour de Brett Kavanaugh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais qui voulait être juge à la Cour suprême et qui avait des histoires d'agression sexuelle, elle a été particulièrement remarquée à ce moment-là. Hein, c'est vraiment ce moment-là qui l'a fait connaître. Et elle avait essayé d'être déjà candidate à la présidence en 2020, mais elle s'était retirée avant les primaires parce que ça n'avait pas du tout fonctionné. Une dernière peut-être remarque sur Kamala Harris, c'est que finalement, cette campagne, sa caractéristique, c'est qu'elle ne dit pas grand-chose. Hein. C'est par sa discrétion. Alors, elle ne revient pas sur ses origines du tout, par exemple. À l'inverse c'est l'inverse d'Hillary Clinton qui avait beaucoup dit oui, je serai la première femme présidente. Kamala Harris ne parle pas du tout, ni de son identité biraciale, ni du fait qu'elle est femme. Et c'est probablement à dessein, hein, pour dire déjà, j'ai pas besoin d'en parler, c'est acté, mais aussi parce qu'elle sait très bien que c'est là où les conservateurs vont venir la chercher. Okay. Et puis finalement, une espèce de flou sur son programme présidentiel, parce qu'elle essaie à la fois de respecter ce qu'elle a fait avec Biden, mais en même temps de se détacher de lui, donc finalement, elle ne dit pas grand-chose. Mais c'est une stratégie qui est plutôt efficace et qui marche plutôt bien. Voilà, vous me dites si j'ai le temps de parler des vice-présidents ou ça va? On abrège. Oui? Vous me dites hein, si je... Vous me coupez? Ok, rapidement les deux petits cocos suivants. Alors, je commence par Tim Walz, qui est le vice-président de Kamala Harris. Alors, lui, il est né au Nebraska. Il était représentant à l'Assemblée du Minnesota, puis gouverneur du Minnesota. Hein. Et donc, il plaît dans cette campagne pour son côté papa. C'était un ancien prof de lycée, il était coach de l'équipe de football. Il représente une sorte de masculinité douce hein, et rassurante, à l'inverse de Trump. Il a eu son petit moment médiatique cet été parce qu'il a accusé Trump d'être weird, d'être étrange, hein, essayer de normaliser les démocrates versus les anormaux, les républicains. Bon, il sert surtout de caution pour les États pivots du Midwest. Hein, il vient du Midwest et ce sont des États très souvent pivots. Donc il sert hein, à balancer, si vous voulez, le scrutin avec Kamala Harris qui est de la côte, qui vient d'une grande ville de la côte, avec ce côté un peu Midwest. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. J.D. Vance, sénateur de l'Ohio depuis 2023, c'est-à-dire depuis un an. C'est très récent. Hein, il n'était pas du tout dans la politique avant. Il était surtout connu pour avoir écrit un best-seller qui s'appelle Hillbilly Elegies.
Hillbilly Elegy, en 2016, qui a d'ailleurs été adapté en film avec Glenn Close et Amy Adams. En fait, c'est ses mémoires, ça raconte son enfance très très difficile dans l'Ohio. Il avait une mère qui était addicte aux drogues et puis qui a vécu dans une très grande pauvreté. Et puis en fait, c'est l'histoire de son ascension sociale parce qu'il finit par être accepté à l'université de Yale et à devenir avocat d'affaires. Voilà. À l'époque, J.D. Vance, figurez-vous, c'était le chouchou des démocrates, des libéraux. Parce que après la publication de ce livre, il a été interviewé dans toutes les émissions pour expliquer à la classe moyenne qu'est-ce qu'étaient les pauvres blancs aux États-Unis. Les démocrates s'intéressaient beaucoup à ça parce qu'ils essaient de comprendre pourquoi la classe ouvrière blanche se détournait du parti démocrate, qui votait traditionnellement, en faveur du parti républicain. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui était plutôt vu positivement par les personnes de gauche. Et il va d'ailleurs, J.D. Vance, quand il va faire sa campagne électorale pour devenir sénateur, il va énormément critiquer Trump. Il va vraiment jouer là-dessus. Mais il va finir par se ranger, par kiss the ring, comme on dit en anglais, et par recouvrir Trump de compliments, parce que Trump reconnaît en lui que c'est quelqu'un qui a très bien compris que ce n'est pas ce qu'on dit qui compte dans une élection, mais comment on le dit, combien de fois on le dit et avec quelle insistance. Donc en fait, J.D. Vance est aussi un opportuniste de la pire espèce, et donc c'est pour ça finalement qu'ils s'entendent bien. J.D. Vance, il traîne aussi pas mal dans les milieux conservateurs très catholiques, donc il est catholique, pas protestant, mais des milieux très conservateurs. Il se convertit tardivement, et les gens qui se convertissent tardivement sont souvent les pires, et donc il est très très virulent contre l'avortement. Et il a pas mal défrayé la chronique cet été parce que il a une vision de la famille très traditionnelle, et quand il a dit que Kamala Harris était une childless cat lady, c'est-à-dire une femme sans enfant qui aime les chats. Il s'est attiré les foudres de Taylor Swift et de Jennifer Aniston. Mais donc vous voyez un petit peu le personnage. Voilà. Je vais finir rapidement et passer la main pour rappeler peut-être 3 petits points rapides sur la particularité de ces élections. La première, c'est pas nouveau, mais c'est l'impact des fake news et de la désinformation sur ces élections. Notamment, vous savez qu'en ce moment, il y a eu pas mal d'ouragans aux États-Unis, l'ouragan Hélène et l'ouragan Milton avant lui. Et la désinformation est telle que les personnes n'appellent pas les secours du gouvernement parce que il y a eu des fake news sur le fait que le gouvernement fédéral volerait de l'argent qui normalement devrait être dédié au secours, etc. Donc ça pose des vrais problèmes matériaux. Le deuxième point, c'est que dans ces élections, les décisions ne se prennent pas sur les programmes des candidats, qui finalement sont très peu évoqués et pas vraiment le sujet. Tout se joue sur l'affect, l'émotion. C'est vraiment une campagne qui se joue sur des émotions fortes, la peur, ou l'autoprotection, ou le besoin d'être rassuré, conforté dans l'outrage pour les démocrates. Trump est un outrage. Des définitions très très opposées de ce qui devrait être normal. Et puis un grand changement, parce que traditionnellement, le Parti républicain, c'est lui qui incarne la tradition, et les démocrates, le changement. Et cette élection, c'est l'inverse. Les démocrates incarnent la tradition, la sécurité, c'est le parti qui est rassurant, de l'ordre, alors qu'inversement, les républicains sont le désordre. Voilà, et ça, c'est un grand changement. Voilà. Je passerai la main à ma chère estimée collègue pour la suite, ou si c'est comme ça qu'on va faire, en disant que les électeurs américains finalement ne vont que très peu voter sur les enjeux internationaux. La politique étrangère, c'est pas le sujet qui les intéresse, c'est ce qu'on appelle les kitchen sink issues, c'est-à-dire vraiment les sujets internes qui vont se jouer pour les élections. Voilà. Le deuxième, je crois que c'est le deuxième. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci pour votre présentation qui permet vraiment de poser un socle à la discussion qui va venir juste après. Juste avant, histoire de parachever notre présentation de début, est-ce que vous pouvez répondre succinctement à cette dernière question qui est, dans ce contexte géopolitique qui s'embrase, un monde qui se fracture, que peut-on attendre des candidats sur le plan international ? Est-ce que ça va marquer le retour de l'isolationnisme, ou peut-être éventuellement le retour du multilatéralisme ? Bien, alors bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement, n'hésitez pas,
C'est bon. Alors déjà, je remercie ma camarade de gauche parce que j'avais rien compris jusqu'à présent aux élections américaines et là, j'ai tout compris. Alors moi, pour ma part, je vais intervenir ce soir pour simplement, donc on m'a donné 15 minutes et après on me coupe le son. Donc on échangera davantage dans les questions, je pense qu'il y en aura beaucoup. Je voudrais quand même revenir sur deux éléments principaux qui vont me permettre de répondre à la question qui vient de m'être posée sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est que je voudrais quand même que vous ayez en tête 3 concepts essentiels à avoir en tête pour nous, Français, afin de comprendre l'arrière-plan dogmatique, on va dire, de cette campagne. Le deuxième point sur lequel j'insisterai, c'est que je vais essayer de faire une présentation très rapide des grandes théories politiques qu'il y a derrière ces 2 candidats et puis bien évidemment de voir quelles conséquences géopolitiques ça peut avoir. Alors quelques concepts, et en fait il y en a 3. Trois éléments qu'il faut bien entendu avoir en tête pour nous, notamment je disais français, pour comprendre la politique américaine et les enjeux de ces élections. Le premier point, c'est la notion de religion civile. Vous émanez d'un pays où la laïcité est une laïcité de combat. C'est-à-dire que la laïcité telle qu'on l'aperçoit, c'est une séparation stricte entre l'État et la religion. Il y a une hermétisation, si vous voulez, de ces deux sphères, entre ce qui relève de la politique, du public, de l'espace public et de la religion. C'est absolument pas le cas aux États-Unis où, et c'est lié à la nature de la construction de cet État, on a, même s'il y a eu un processus de sécularisation, bien entendu, aux États-Unis, où vous avez quand même un protestantisme qui a marqué la pensée américaine et qui marque encore la politique américaine aujourd'hui. Vous le voyez bien lorsque les présidents concluent leur discours par « Dieu bénisse l'Amérique ». Vous l'avez aussi derrière moi lorsque les présidents prêtent serment sur la Bible au moment de leur prise de fonction. Donc c'est évidemment une perception qui peut être difficilement compréhensible en France. En revanche, vraiment, il y a cette importance de vraiment ce qu'on appelle la religion civile aux États-Unis. J'y reviendrai dans quelques instants. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, notamment lorsqu'on veut comprendre la géopolitique américaine, c'est la notion de destinée manifeste. La notion de destinée manifeste, c'est l'idée qui existe aux États-Unis que les Américains, les États-Uniens, sont le peuple élu, le peuple choisi pour diffuser la civilisation dans le monde. Alors cette idée de destinée manifeste, vous l'avez là représentée sur ce tableau de 1872 derrière moi. Elle est matérialisée sous les traits de Columbia, qui apporte le progrès dans le cadre de la conquête de l'Ouest. Donc on a l'évangélisation, l'apport de la technologie aux sauvages indiens. Et finalement, cette notion de destinée manifeste, elle préside également aux décisions géopolitiques que les États-Unis ont prises, notamment à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, avec cette idée que leur modèle, le libéralisme politique et économique, a vocation à être le modèle qui doit être adapté et adopté par toute la planète. Et c'est ce contre quoi aujourd'hui s'insurgent les puissances qu'on appelle les puissances révisionnistes et que sont la Russie et la Chine par exemple. Donc cette notion de destinée manifeste est étroitement liée au protestantisme là encore, puisque chez les protestants il y a l'idée de prédestination. Le jour même de votre naissance, Dieu a déjà décidé si vous êtes sauvé ou condamné à l'enfer. Tout est déjà joué. Et donc, dans cette idée de la prédestination qui marque fortement la religion protestante, eh bien, on voit émerger, on a cet arrière-plan conceptuel aux États-Unis qui se définit comme étant ce peuple élu qui a vocation à être le phare de la démocratie mondiale. Et le troisième point, qui me permettra d'ailleurs de répondre un peu plus directement à la question qui m'est posée, c'est que depuis le début du XXe siècle, la politique extérieure américaine balance entre deux grandes orientations.
l'isolationnisme et l'interventionnisme. Alors, sur cette diapo, qui n'a pas vocation à être explicitée entièrement, hein, mais vous voyez que globalement, vous avez ces deux conceptions qui s'opposent. L'isolationnisme étant l'idée que les États-Unis doivent se contenter de leur influence sur le continent américain, et c'est bien entendu une doctrine qui a été développée notamment par le président Monroe au début du XXe siècle et qui est reprise, bien entendu, qui a été reprise par Trump avec le mot d'ordre « America First ». Alors, en contrepoint de ce positionnement géostratégique isolationniste, vous avez bien sûr l'interventionnisme. L'interventionnisme, eh bien, ça a été principalement l'implication des États-Unis dans les deux guerres mondiales, mais ça a été également l'implication des États-Unis dans la guerre froide. Mais vous le voyez, vous avez également eu des républicains comme George W. Bush qui a mené donc une politique tout à fait interventionniste au début du XXIe siècle, notamment lors lors de la première guerre d'Irak pour son père et lors de la seconde guerre d'Irak pour W. Bush. Donc, trois choses donc à bien avoir en tête pour comprendre l'arrière-plan idéologique. D'abord, cette notion de religion civile. D'autre part, l'idée de cette prédestination du peuple américain à être leader, à être phare sur la planète. Et troisièmement, donc, ce balancement, cette hésitation entre s'impliquer dans les affaires du monde ou s'abstenir de s'impliquer dans les affaires du monde. Alors, la problématique que je me propose de survoler en une dizaine de minutes, c'est d'essayer de voir les lignes de fracture idéologique qui structurent cette bataille qui va se jouer donc le mois prochain. Il y a des points de divergence, mais il y a aussi des points de convergence, et j'espère d'ailleurs qu'on reviendra sur les points de convergence dans le débat, parce que ça me semble effectivement très intéressant de voir que les deux personnages ne sont pas si clivés que cela. Alors, dans une dissertation, il faut toujours commencer par le parti qu'on défend le moins, donc comme ça au moins le masque tombe tout de suite. Donc je commencerai par présenter le programme idéologique côté républicain qui se résume par trois concepts. Trois concepts, et si vous les maîtrisez, vous avez tout compris. Le nationalisme chrétien, l'isolationnisme et l'unilatéralisme. Donc il faut quand même définir un peu mieux ces concepts, mais ils résument la pensée du Trumpisme. Je voudrais que vous sortiez d'ici en ayant bien en tête que, en dépit du caractère fantasque de Donald Trump, le programme républicain, le Trumpisme, n'est absolument pas un programme conçu et fait pour des abrutis. Il y a au contraire un substrat idéologique qui est extrêmement subtil et poussé et qui me semble important à bien identifier pour comprendre les enjeux de cette élection. J'insiste également sur une chose, c'est sur le fait que lorsque Trump est arrivé au pouvoir lors de son premier mandat, il n'avait pas une équipe véritablement préparée, structurée. Donc il y a eu effectivement beaucoup de garde-fous au moment de cette première présidence. Ce ne sera pas le cas si Trump est élu cette fois-ci. Il arrive avec une équipe qui est bien rodée, qui est parfaitement structurée, qui sera immédiatement opérationnelle parce qu'elle a l'expérience du pouvoir. Le premier point conceptuel de l'idéologie républicaine telle qu'elle se présente pour les élections de 2024, c'est le christianisme identitaire d'allégeance, ce qu'on appelle aussi le nationalisme chrétien. Et ce concept-là repose sur une personnalité qui n'est pas très médiatique, mais qui est un soutien très important sur le plan idéologique de Donald Trump. C'est la figure de Josh Hawley, que vous avez donc ici au tableau, enfin derrière moi. Josh Hawley, c'est un peu le Charles Maurras états-unien, pour vous situer un peu le personnage. Donc, sa mystique, elle est très conservatrice, mais en même temps, elle est sociale. C'est-à-dire que, en réalité, pour Hawley,
il revient à une conception très augustinienne de la politique, c'est-à-dire, vous savez, Saint-Augustin, la cité de Dieu. Autrement dit, pour Hawley, ce qui fait l'unité d'une nation, c'est sa spiritualité. Donc pour Hawley, ce qui fait la nation américaine, c'est la spiritualité chrétienne. C'est vraiment ça qui fait le lien entre les Américains. Et c'est d'ailleurs pour lui l'un des principes que les pères fondateurs des États-Unis ont édifié comme élément, comme substrat fondateur de la nation américaine. Et donc cette religion civile américaine, c'est le socle de base qui fait l'unité de l'Amérique. Et finalement, le programme tel qu'il est défini par Josh Hawley, c'est travail, famille, Dieu. Voilà. Et donc c'est dans... oui, ça vous rappelle des trucs. Hein, ouais. Donc évidemment une idéologie qui est hyper conservatrice. Alors bien sûr, l'ennemi identifié sur le plan intérieur par Hawley, ce sont tous les combats sociétaux dits woke, le wokisme. Qu'il considère comme finalement des groupes qui refusent l'héritage des pères fondateurs et des groupes qui menacent l'unité de la nation américaine. Et donc vous le voyez là, je vous ai mis une citation de Hawley, mais qui dit « La tradition politique chrétienne est notre tradition, c'est la tradition américaine, c'est la plus grande source d'énergie et d'idées de notre politique, il en a toujours été ainsi. » Donc c'est dans ce substrat idéologique-là que évidemment, eh bien, il faut trouver les origines des luttes, par exemple, anti-avortement, qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. Sur le plan extérieur, et là on parle de géopolitique, sur le plan extérieur, ça a des implications énormes aussi. Pourquoi ? Parce que cette doctrine-là, c'est le vote évangélique qu'il va chercher. Or, les évangélistes ont une thématique extrêmement chère, c'est la défense de l'alliance avec l'État d'Israël. Et la motivation des évangéliques à soutenir à tout prix l'État d'Israël, le sionisme, eh bien, ce sont des raisons qui sont politico-religieuses. Il faut, encore une fois, pour nous, Français, qui sommes plutôt rationalistes, ça nous paraît aberrant, mais dans le vote évangélique, sur lequel Trump compte, il y a cette idée qu'il faut soutenir Israël, parce que la mise en place de l'État d'Israël, la sécurisation, si vous voulez, l'existence même de l'État d'Israël, pour eux, ça garantira le retour de Jésus sur terre, et ça symbolisera la fin des temps, le moment où les Juifs se convertiront au christianisme. Voilà. Donc, il y a une volonté messianique qui est extraterritoriale également dans ce nationalisme chrétien. Il n'a pas vocation qu'à être entendu par les évangélistes à l'intérieur des États-Unis, mais ça explique également le positionnement en matière de soutien à Israël des républicains. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, en ce qui concerne toujours le trumpisme, c'est l'isolationnisme. Le programme politique de Trump est marqué donc par ce qu'on appelle la realpolitik, le réalisme, l'ultra-réalisme sur le plan politique. Et c'est cet ultra-réalisme qui explique le positionnement de J.D. Vance, notamment sur le refus de soutenir l'Ukraine, désormais. C'est pas du tout que J.D. Vance se fout de ce qui se passe en Ukraine, c'est simplement que pour lui, réalistement, les États-Unis n'ont pas les moyens de soutenir l'Ukraine. Il faut pour lui que les États-Unis se concentrent sur leurs intérêts stratégiques immédiats et que ces intérêts stratégiques immédiats se situent dans l'Indo-Pacifique et que par ailleurs, eh bien, les États-Unis doivent se concentrer sur leur propre défense et que finalement, s'ils dépensent de l'argent, s'ils donnent des armes aux Ukrainiens, ils se dégarnissent et se mettent en danger eux-mêmes. Donc il y a vraiment une logique isolationniste, mais au sens d'ultra-réalisme, c'est-à-dire nous n'en avons plus les moyens. Par ailleurs, n'oubliez pas que J.D. Vance est un vétéran des guerres d'Irak. Il a été traumatisé par son expérience lors de la Seconde Guerre d'Irak et il fait partie de cette classe moyenne américaine, enfin il faisait partie de cette classe moyenne américaine qui a été traumatisée par toutes ces guerres que les États-Unis ont menées, qui ont été des victoires militaires qui se sont converties en défaites politiques. Donc ça, c'est le deuxième volet
de la doctrine, en tout cas du programme trumpiste sur le plan strictement géopolitique. Donc Vance définit cette méfiance vis-à-vis de l'extérieur. Cette méfiance vis-à-vis de l'extérieur, elle se traduit aussi par une méfiance vis-à-vis de l'OTAN. Il est certain que l'OTAN sera extrêmement affaiblie en cas de victoire des républicains. Ça c'est une certitude. Et évidemment, il y a aussi la volonté de faire en sorte que le contribuable américain cesse de financer la défense de l'Europe. On aura bien entendu l'occasion d'y revenir. Je trouve que ce réalisme en matière de politique extérieure est très bien résumé par Vance dans cette citation. L'obsession du moralisme, la démocratie c'est bien, Saddam Hussein c'est mal, l'Amérique c'est bien, la tyrannie c'est mal, n'est pas une façon de mener une politique étrangère. Autrement dit, Vance définit la politique extérieure du trumpisme, c'est ni plus ni moins que le machiavélisme, au sens propre et littéral du terme en géopolitique. Troisième point, troisième élément doctrinal sur le plan économique, cette fois-ci, c'est la doctrine Lighthizer. Alors, si Trump est élu, il est certain que vous allez entendre parler beaucoup de cet homme qui est pour l'instant très peu connu, Bob Lighthizer, qui est vraiment le penseur économique de Trump. Lighthizer, c'est un grand partisan de l'isolationnisme et de l'unilatéralisme sur le plan économique. C'est-à-dire que pour lui, pour Lighthizer, donc qui a largement inspiré l'augmentation des tarifs douaniers décidés par l'administration Trump pendant son premier mandat, pour Lighthizer, le déficit commercial, le déficit de la balance des paiements américains est quelque chose qui humilie la nation américaine. Pour lui, il faut absolument, et ça veut dire que les États-Unis se font rouler dans la farine par leurs partenaires commerciaux. Et évidemment, l'État qui l'a particulièrement dans le viseur, c'est la Chine, bien entendu. Donc, Lighthizer, pendant le premier mandat de Trump, a largement contribué à l'augmentation très forte des tarifs douaniers, non seulement à l'égard de la Chine, mais je vous rappelle que Trump a également augmenté considérablement les tarifs douaniers vis-à-vis de l'Europe. Et ce que prépare actuellement Lighthizer, en cas de second mandat de Trump, c'est un découplage des économies américaines et chinoises. Un découplage. Autrement dit, une séparation des deux économies. Je ne parle pas d'un dérisquage qui serait simplement de protéger les secteurs stratégiques. On parle véritablement d'un découplage des deux économies. Et en général, c'est mauvais signe en ce qui concerne les relations internationales entre les deux entités. Alors, bien entendu, en cas de victoire des Républicains, les conséquences économiques toucheront particulièrement l'Europe. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, dans le débat. Alors, vous voyez que très clairement, dans le programme républicain, vous avez l'identification très claire d'un rival stratégique chinois. Vous avez la conscience très claire d'une arsenalisation des interdépendances, c'est-à-dire de la sécurisation des liens de dépendance économique. Et ça, c'est un point commun entre les républicains et les démocrates. Alors, du côté démocrate, quel est le triptyque qui résume le programme des démocrates? Premier point, le techno-nationalisme. Je vais y revenir. Deuxième point, le multilatéralisme, certes, mais rationalisé. Troisième point, essayer de faire revivre le rêve américain. Alors, sur le premier point, le techno-rationalisme, là, il faut voir l'influence d'un homme, le conseiller à la sécurité de Joe Biden, donc Jack Sullivan, pour qui la technologie est un enjeu fondamental pour la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont inquiets en ce qui concerne leur domination technologique. Ils sont très inquiets, notamment de se faire rattraper par des puissances compétitrices et particulièrement par la Chine. Et donc, ils ont pour volonté non seulement de courir plus vite, mais également de faire en sorte de ralentir les avancées de leurs adversaires chinois. Et donc, vous avez là ce qu'on appelle la sécurisation d'un enjeu, c'est-à-dire que la technologie aujourd'hui aux États-Unis est désormais perçue par les démocrates
comme un enjeu essentiel de souveraineté, de sécurité nationale. Ça veut donc dire que même les démocrates abandonnent l'idée de l'ultralibéralisme, du laisser-faire, de la main invisible d'Adam Smith. Ça veut dire qu'aux États-Unis, vous avez depuis 2008, chez les démocrates, la remise en place d'une politique industrielle impulsée par l'État. Et cette politique industrielle, elle s'est déclinée, on y reviendra certainement dans l'échange, notamment par le CHIPS Act, cette loi sur les puces qui contrôle très fortement l'exportation des microprocesseurs de fabrication ou de technologie américaine à l'extérieur, et notamment vis-à-vis de la Chine, à l'égard de la Chine. On pourrait également parler de l'Inflation Reduction Act, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technologie, pour les démocrates, c'est devenu un vecteur essentiel de souveraineté, de sécurité nationale. Donc il y a vraiment une politisation, une sécurisation de cet enjeu technologique. On aura l'occasion d'y revenir. La deuxième chose qui me semble essentielle dans le programme démocrate, c'est que pour eux, la question démocratique, c'est le nouveau paradigme. L'enjeu des élections de 2024, c'est une citation de Joe Biden, hein, la question de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'Amérique, c'est la question la plus urgente de notre époque, c'est l'enjeu de l'élection de 2024. Effectivement, c'est comme ça que les démocrates présentent et perçoivent l'enjeu du scrutin. Alors, bien sûr, le discours de Kamala Harris sur la démocratie doit se lire à une échelle multiscalaire. Cet enjeu de défendre la démocratie doit se lire bien sûr à l'échelle internationale. Les États-Unis se conçoivent toujours comme le phare de la démocratie dans le monde, bien sûr, avec cette idée que si Kamala Harris était élue, le multilatéralisme tel qu'on l'a connu sous Obama ou Biden serait remis en place. Je pense qu'il faut nuancer cette idée. Certes, Kamala Harris menace moins que Trump l'OTAN, mais je pense que pour nous les Européens, quelle que soit l'issue du scrutin, nous allons avoir des problèmes sécuritaires devant nous. Mais on aura l'occasion d'en redébattre. Donc en tout cas, c'est vrai que pour les démocrates, sur le plan de la politique internationale, des enjeux géopolitiques, ils se conçoivent comme étant les défenseurs toujours de la démocratie dans le monde, mais dans le cadre d'un multilatéralisme rationalisé. Au niveau intérieur, l'enjeu pour les démocrates, c'est aussi de sauvegarder la démocratie aux États-Unis. Et là, ça fait bien sûr écho au traumatisme de l'assaut du Capitole. Je pense que c'est vraiment un traumatisme qui a fortement marqué l'électorat démocrate, et c'est quelque chose qui est fortement véhiculé, mobilisé par les membres du Parti démocrate aujourd'hui. Et donc, toute l'idée de Kamala Harris, c'est de convaincre finalement la classe moyenne américaine de continuer à croire en la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle son programme est flou. Parce qu'elle évite tous les sujets fracturants. Elle évite absolument tous les sujets clivants pour rassembler au maximum. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des démocrates, c'est de redevenir une plateforme démocratique qui rassemble les citoyens américains sur les enjeux de société. Troisième point du programme des Républicains, je dirais qu'il se pose en opposition au leitmotiv Make America Great Again. L'idée, c'est Make the Middle Class Happier. Donc rendre l'espoir à la classe moyenne, qui effectivement, il faut que vous ayez bien en tête ça, c'est qu'aujourd'hui, l'électeur de la classe moyenne américaine, il a un profond sentiment de déclassement social. Profond. Il y a un creusement des inégalités sociales aux États-Unis qui est très forte, et finalement, les États-Unis, la classe moyenne américaine ne croit plus en la méritocratie. Elle ne croit plus non plus dans le progrès. Elle a beaucoup de doutes sur l'IA, sur la désinformation. Elle ne croit plus non plus en la grande destinée, en la destinée manifeste des États-Unis. Il n'y a qu'à regarder l'évacuation de l'aéroport de Kaboul en août 2021. On peut douter de la destinée manifeste des États-Unis. Donc, tous les éléments du rêve américain sont par terre.
Et la grande force de Kamala Harris pour essayer de remobiliser justement l'électorat démocrate, comme l'a fait Kennedy en son temps, c'est qu'elle incarne elle-même ce rêve américain. Elle incarne cette méritocratie américaine. Mais justement, elle est dans une posture qui est extrêmement délicate, elle est sur une ligne de crête qui est extrêmement délicate à maintenir parce qu'elle ne veut pas devenir l'égérie des minorités, puisqu'elle veut rassembler, et elle ne veut surtout pas se retrouver piégée dans le statut de la femme, parce que si elle revendique sa féminité, vous remarquerez qu'elle est souvent en pantalon, si elle revendique sa féminité, elle va perdre de l'électorat masculin qui a tendance à séparer féminité et pouvoir. Donc c'est vrai que sa grande difficulté dans l'enjeu de réconcilier la classe moyenne américaine avec la démocratie et la croyance dans le rêve américain, sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. Mais donc voici globalement, j'allais dire, les grands clivages idéologique entre ces deux partis. Donc si on se résume, et c'est simplement pour relancer le débat, donc côté républicain, nationalisme chrétien, isolationnisme, unilatéralisme, c'est le triptyque républicain. Du côté démocrate, techno-nationalisme, multilatéralisme rationalisé et rêve américain. Et entre ces deux programmes, il y a beaucoup plus de points de convergence qu'on ne peut le croire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On vous propose de passer à la discussion. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de faire des réponses et des questions une par une, avec des réponses idéalement un peu courtes pour pouvoir en avoir le plus possible. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. On en a pour environ 50 minutes. Bonsoir à tous, merci pour ces interventions. Alors, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que l'isolationnisme américain ne serait-il pas bénéfique aux BRICS, qui, je rappelle, ont doublé de nombre récemment, et entraînant ainsi l'affaiblissement des États-Unis? Et ma seconde question, c'est est-ce que l'élection de Donald Trump ne permettrait pas une prise de conscience européenne pour son autonomisation? Donc j'imagine que ça m'est destiné, mais je te laisserai compléter. Alors, donc, en ce qui concerne la première question, est-ce que, si je l'ai bien compris et si je la dis plus fort pour ceux qui n'ont pas forcément entendu, est-ce que l'isolationnisme américain serait bénéfique aux BRICS donc alors, bien sûr, oui, dans un certain sens, un désengagement américain des questions moyen-orientales, notamment, ferait les affaires, je pense, de la Russie, c'est absolument certain. En revanche, les États-Unis, même si voilà, on a un programme isolationniste qui est revendiqué par le Parti républicain, je peux vous garantir que l'administration Trump 2 ne se désengagera pas de l'Indo-Pacifique. Donc, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de BRICS aussi dans l'Indo-Pacifique, et vous en ciblez notamment deux, l'Inde et la Chine. Donc, je pense que c'est un isolationnisme qui sera extrêmement à nuancer. Et je pense que les termes du débat ne se posent pas entre isolationnisme et interventionnisme. Je pense que les termes du débat se posent entre ceux qui choisiront le camp de la démocratie et ceux qui choisiront le camp des puissances révisionnistes sans qu'il y ait un jugement de valeur de ma part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours des BRICS, qui se définissent aussi autour de la notion de Sud global, l'idée des BRICS, c'est de dire, mais au fond, nous vivons dans un monde qui est occidentalo-normé. Or, l'Occident, aujourd'hui, ne représente plus
la majorité de l'humanité. Il est donc normal de vouloir que nous, les BRICS plus, prenions notre place dans l'organisation, la standardisation, les normes, quelles qu'elles soient, sur la planète. Donc, je pense que il n'y a pas tellement un enjeu au niveau de l'isolationnisme, mais il y aura, à mon avis, il ne faut pas surestimer l'alignement des BRICS. C'est ça le fond de ma réponse pour votre première question. Je crois qu'il y a beaucoup de médias qui présentent les BRICS comme un bloc monolithique. C'est totalement faux. Dans les BRICS, vous avez l'Inde et la Chine. Je vous rappelle que l'Inde et la Chine sont en conflit ouvert et que l'Inde est dans un partenariat stratégique avec les États-Unis. Ça s'appelle le Quad. Donc, ne croyez pas que les BRICS soient une alliance, ou en tout cas des partenaires alignés sur une position face aux États-Unis. L'Inde est tout à fait révélatrice de ces puissances qui, comme l'Inde, les Philippines, mais aussi une grande partie de l'Amérique latine, qui choisiront au gré des circonstances, au gré des thématiques, vers où va leur allégeance. Voilà. Donc, je nuancerai la notion d'isolationnisme. En ce qui concerne votre deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler, parce que du coup, je l'ai... Oui. Alors, je vous remercie de poser la question parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui, parce que je vais faire l'oiseau de mauvais augure ce soir. On entend dans beaucoup, mais même dans des cercles de réflexion des think tanks européens, on entend beaucoup dire pourvu que Kamala Harris soit élue, parce que dans ce cas-là, l'OTAN est sauvée et nous, les Européens, pourrons continuer à bénéficier de la protection, de la défense du parapluie américain. Il faut que les Européens soient parfaitement conscients d'une chose, c'est que le repli des États-Unis, le désengagement des États-Unis de la défense européenne, il est bipartisan. Bien entendu, il est affiché avec outrance, comme d'habitude, par Trump, qui balance que l'OTAN, il laissera tomber, et que si vous ne payez pas, il demandera à la Russie de vous attaquer. Chose qu'il ne fera pas, mais c'est sûr que l'OTAN sera vraiment... Et déjà, en très mauvaise posture, rien que par ce discours. Sur quoi repose l'OTAN? Quel est le seul intérêt de l'OTAN? La dissuasion. À partir du moment où nos ennemis ont un doute sur notre cohésion, c'est foutu. N'oubliez pas qu'on a beaucoup entendu parler dans la guerre en Ukraine de l'article 5. C'est le Graal, l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire que si vous balancez, si vous agressez, qui plus est au niveau nucléaire, mais si vous agressez l'un des pays membres de l'OTAN, l'Armageddon nucléaire de l'OTAN vous tombera dessus. C'est pas vrai. L'article 5 est un arbitrage politique, il n'y a rien d'automatique, il n'y a pas un algorithme qui dit « Ah, vous êtes sur le territoire de l'OTAN, boum, on vous envoie un missile balistique ». Ce sera un arbitrage politique entre les membres de l'OTAN. Et si les États-Unis considèrent que leurs intérêts stratégiques ne sont pas existentiellement menacés, je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils activeront l'article 5. Donc, il est certain que en cas de victoire de Trump, l'Europe a fort à s'inquiéter sur sa propre défense. Mais n'oubliez pas qu'il y a chez les démocrates, et notamment dans la génération de Kamala Harris, un renouvellement générationnel. Joe Biden fait partie de ces démocrates qui ont connu la guerre froide, qui ont des attaches fortes avec l'Europe, et qui donc ont été conditionnés par cette époque où les États-Unis devaient venir au secours de l'Europe dévastée après la Seconde Guerre mondiale. Mais chez les démocrates, et je parle bien des démocrates, chez les démocrates américains aujourd'hui, il y a un ras-le-bol de cette grande nurserie européenne. Quelle est l'idée dans la classe moyenne démocrate américaine?
nous, contribuables américains, nous finançons la défense d'une Europe où les soins sont beaucoup mieux remboursés que chez nous. Vous avez vu les sportifs américains qui se sont fait faire un check-up dans le village olympique parce que tout était pris en charge. Pourtant, ils étaient états-uniens. Donc, pourquoi nous, contribuables américains, devons payer l'assurance, la sécurité des Européens alors que nous n'avons pas de mutuelle ? Alors que et c'est l'idée qu'ils ont, je ne dis pas que c'est vrai, alors que les Européens ont 13 semaines de congés payés ? Alors que le PIB européen est 10 fois supérieur au PIB russe, pourquoi devrions-nous assumer la défense de l'Europe ? L'Europe est capable d'assurer sa défense toute seule. Et est-ce qu'ils ont tort ? Non. Non. L'Europe est capable d'assurer sa propre défense. La question qui va se poser, quel que soit le résultat de l'élection le mois prochain, c'est est-ce que sociétalement ça va être acceptable ? Parce que ça va nous coûter cher. Ça va demander des arbitrages. On l'a déjà fait au moment de la guerre froide. Le PIB, la part du PIB consacrée à la défense en France était supérieure à 4%. Aujourd'hui, on a mal parce qu'on est à 2%. Mais ça veut dire qu'il va falloir procéder à des arbitrages. Mais ne croyez pas que l'élection de Kamala Harris va signifier une continuation de la politique de Biden. Kamala Harris a dans ses cartons déjà réfléchi à une négociation sur la guerre en Ukraine. Et même si elle ne reconnaît pas l'annexion des territoires du Donbass et de la Crimée, même si elle ne les reconnaît pas officiellement, elle est quand même dans une posture de négociation sur cette base-là, de renonciation de l'État ukrainien à ces deux territoires-là. Donc, la victoire de Trump, comme la victoire de Kamala Harris, va poser, et là vous avez parfaitement raison de poser cette question, va mettre les Européens face à leurs insuffisances en matière de préparation de leur défense nationale. C'est absolument certain, quel que soit le résultat de l'élection. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Madame Agege, tout à l'heure vous parliez de la théâtralité, ou du moins de la théâtralisation des élections américaines. Oui. Je voulais savoir l'influence qu'avaient les personnalités médiatiques américaines dans ces élections, ces stars américaines. On peut penser à Elon Musk par exemple, qui offrait une interview à Donald Trump sur X le lendemain de sa tentative d'assassinat, à Megan Thee Stallion qui offrait le 30 juillet à Atlanta un mini-concert au début du meeting de Kamala Harris, vraiment transformant cet événement politique en événement simplement festif. Ou alors Taylor Swift qui, comme vous l'avez dit, quand Kamala Harris s'est fait traiter de childless kite lady par Jill Evans, l'a rejoint. Ces stars, elles deviennent des objets politiques et on a des électeurs qui sont conquis ou qu'on tente du moins de conquérir par du divertissement. Et ma question c'est la suivante, est-ce que vous pensez qu'il y a une perte par la population américaine d'une capacité de réflexion ou du moins d'une confiance politique parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils élisent le dirigeant ou la dirigeante de la première nation, de la première puissance mondiale, pardon. Ok, je n'ai pas bien entendu les derniers mots de ce que vous avez dit. Perdre une capacité de... S'il y a une perte d'une capacité pour la population américaine, d'une capacité de réflexion politique, sens politique. Alors, je vais répondre aux deux parties de la question. La première sur l'influence des personnalités médiatiques. Alors, c'est une question qui a beaucoup été posée dans les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'on a eu des moments, Taylor Swift qui prennent parti, qui se font entendre. Alors, il y a eu des études qui ont été menées sur... il y en a eu plusieurs même. Et en fait, ça n'a que très très peu d'influence. Le seul endroit où ça peut un peu faire jouer, c'est sur le nombre de gens qui vont aller voter. Vous remarquez par exemple que Taylor Swift va dire aux gens d'aller voter. Donc il y a peut-être plus de personnes qui vont s'inscrire, qui vont register pour aller voter, parce que souvent il y a quand même beaucoup d'absentéisme dans les élections américaines. Donc il y a une petite influence là-dessus. Les gens s'intéressent parce que leur star préférée s'intéresse. Mais en réalité, ils font très peu changer d'avis les gens. Donc c'est très marginal. Elon Musk, c'est un petit peu différent parce que lui, il
il a une capacité financière assez conséquente. Et donc, en fait, ce qui est plus important, ce sont les grands donateurs. Ces personnes qui donnent des millions et des millions aux candidats et qui peuvent être influencées et qui influencent énormément les élections. Donc, c'est en fait ces personnes-là qui, à part Elon Musk, mais qui est très médiatique, mais souvent sont un peu dans l'ombre. Et donc, les sources de financement sont bien plus importantes à la fois sur les programmes et puis sur les résultats des élections que finalement quand une star fait un concert. Donc voilà, donc malheureusement, désolé, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Est-ce qu'il y a une perte de capacité de réflexion de la part des Américains? Alors, on va éviter les généralités. Déjà, tous les Américains ne sont pas les mêmes. Ce sont tous des individus avec des niveaux d'éducation et de sensibilité médiatique très différents. Ce qui est particulièrement important, je pense, dans ces élections, c'est que les personnes qui vont voter démocrate le savent déjà, et les personnes qui vont voter républicain le savent déjà, et il y a peu de choses qui vont leur faire changer d'avis. Ce qui va être important, ce sont les indécis. Et les indécis, en tout cas des études qui ont été faites, ce sont des personnes qui ont très peu d'éducation politique, qui ne comprennent, qui n'ont connaissance que très approximative des enjeux. Et voilà, donc et leur décision ne va pas se jouer sur des questions politiques, ni philosophiques. La question va vraiment se jouer au feeling, sur l'émotion que ça a suscité, et puis sur des micro-événements qui peuvent arriver dans les semaines qui précèdent les élections. On parle souvent aux États-Unis de The October Surprise. Est-ce que quelque chose en octobre va faire jouer les gens? Là, en fait, il se trouve que l'October Surprise cette année, c'est les ouragans. En fait, Et donc l'expérience des ouragans va peut-être avoir une plus grosse influence sur les élections que tout un tas d'autres choses, malheureusement. Et donc rappelez-vous qu'aux États-Unis, c'est pas que les Américains sont idiots, loin de là. D'ailleurs, on ne peut pas faire ce genre de phrase, c'est juste pas possible. On les a pas tous rencontrés, on ne peut pas généraliser sur eux. Par contre, le système scolaire américain est compliqué. La plupart des Américains ne vont pas à l'université. Il n'y a pas d'éducation nationale, donc ils n'ont pas accès tous au même programme scolaire. D'un État à un autre, le programme scolaire est différent. Et selon la coloration politique d'un État, d'un comté, ce qu'on apprend à l'école va être différent. Et donc en fait, les Américains n'ont pas tous accès à la même information. Vous rajoutez les réseaux sociaux et les bulles, les chambres à écho que font les réseaux sociaux. Et en fait, les Américains n'ont pas accès à la même information, à la même qualité de l'information, à la même quantité d'informations. Et donc en fait, c'est surtout ça qui va jouer leur capacité d'analyse sur la scène politique et qui va faire qu'on va finalement, ça va beaucoup se jouer, d'une part, au charisme des candidats, parce que c'est les personnes qu'on voit à la télé. Est-ce qu'on a envie d'aller boire une bière avec eux, comme on dit traditionnellement aux États-Unis? Ça va vraiment beaucoup se jouer à ça. Et puis, ça va surtout se jouer sur des questions très bassement matérielles. Encore une fois, on appelle ça aux États-Unis kitchen sink issues, les sujets de l'évier de la cuisine. C'est-à-dire que l'Ukraine, Gaza, ce qui se passe en Chine, en fait, finalement, c'est très important pour ce qui va se passer après, mais c'est pas ce qui va décider les Américains dans les élections. C'est le prix du pain au supermarché. Donc l'inflation, c'est un des plus gros sujets, parce que même si l'inflation a été maîtrisée aux États-Unis, on a maîtrisé la hausse, les prix restent assez élevés. Et c'est le facteur le plus important pour les Américains. Donc c'est vraiment des choses vraiment matérielles comme ça. Et puis l'avortement qui a quand même une petite place importante là aux États-Unis, ces élections. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une capacité de réflexion amusée. C'est un système qui fait que... voilà, on n'est pas tous égaux face à l'information qui nous permet de prendre des décisions d'une façon qui soit bénéfique pour nous-mêmes. Et donc souvent, par exemple, la classe ouvrière blanche américaine qui va voter massivement pour les républicains, vote républicain pour des questions identitaires autour de déclassement social, comme on le disait, et au cours de problèmes profonds de racisme aux États-Unis, mais sans se rendre compte que les républicains favorisent les plus riches. Économiquement. Donc ils vont voter contre leur intérêt, mais parce qu'on leur ment. Et on leur ment très efficacement. Okay. Voilà. Excusez-moi, est-ce que pour le temps que le micro passe, pour compléter, est-ce que les candidats, je pense notamment à Trump, peuvent dire n'importe quoi? On a Trump qui a parlé donc, des chiens et des chats mangés par les étrangers, et même dire que les Haïtiens qui venaient étaient porteurs du sida. Est-ce qu'on arrive à une tolérance dans la société où on peut tout entendre? Je te laisse répondre après, mais en fait, c'est l'effet Trump. C'est-à-dire que, en fait, quand Trump est arrivé au pouvoir la première fois, les journalistes se sont lancés dans un fact-checking absolument effréné parce que tout ce qu'il dit à peu près est soit faux, soit approximatif. Voilà.
Et donc, mais en fait, ils se sont épuisés. Tout le monde s'est épuisé. Et donc, en fait, on voit bien dans ces élections-là que le fact-checking se fait beaucoup moins. Et qu'en fait, au début, on rit du chat et des chiens. On a ri à la chanson qui a été faite. Mais c'est très grave ce qu'il a dit parce que c'est faux. Et puis surtout, ça démonise les populations la plus vulnérable aux États-Unis, qui ne peut pas se défendre. Donc, c'est très grave ce qu'il dit. Mais on s'est tellement habitué que finalement, même les journalistes ne font plus autant de fact-checking qu'avant. Et quand bien même ce fact-checking est fait, ça n'a aucun impact. Aucun impact, parce qu'en fait, les personnes qui aiment Trump se fichent du fait qu'il ne soit pas exact, en fait. C'est pas grave. D'ailleurs, il y a eu un article dans le New York Times cette semaine très intéressant qui dit que beaucoup... Donc, il y a ceux qui sont super fans de Trump et qui adorent Trump pour tout un tas de raisons. Mais pour les républicains un peu plus lambda, beaucoup, en fait, qui ont été interviewés disent qu'ils savent très bien qu'il raconte n'importe quoi, mais qu'ils s'en fichent parce qu'ils se disent... En fait, il fait ça pour gagner les élections, pour être médiatique, etc., pour attirer l'attention et pour ennuyer les démocrates, pour les voir s'inquiéter, mais que finalement, ils se disent, une fois au pouvoir, en fait, il va être un républicain normal. Moi, c'est très intéressant de voir qu'en fait, les gens se fichent du fait qu'il monte, en fait. C'est le spectacle. Voilà. Bonjour, donc moi ma question ça serait plutôt sur l'impact des élections sur l'accord ACEUM, enfin l'ex-ALENA, et du coup l'impact que ça peut avoir pour l'Amérique du Nord en général, notamment sur la question du libre-échange. Alors, là, pour le coup, il y a effectivement une différence entre le camp républicain et le camp démocrate. Ce qu'il faut effectivement retenir, notamment dans le cadre de la doctrine Lighthizer, donc le penseur économique de Donald Trump, c'est que pour lui, les États-Unis ne peuvent compter économiquement sur personne, y compris leurs alliés. C'est-à-dire que dans cette conception de l'économie défendue par le Trumpisme, les barrières douanières, l'extraterritorialité du droit américain peut s'exercer, y compris contre les alliés des États-Unis. Donc évidemment, chez les républicains, l'ALENA est considérablement remise en question parce qu'elle est, pour eux, identifiée comme l'un des éléments à la source de l'immigration massive sur la frontière américano-mexicaine. Donc évidemment, ils diabolisent l'ALENA comme étant quelque chose qui a favorisé l'immigration illégale aux États-Unis, et c'est une obsession des républicains, mais c'est aussi un sujet de campagne chez les démocrates. Kamala Harris s'est quand même exprimée sur la nécessité de limiter l'immigration, parce qu'elle sait que c'est un sujet de mécontentement. Et par ailleurs, donc, chez les républicains, on a également l'idée que des taxes douanières, si c'est nécessaire aux intérêts américains, peuvent s'exercer contre le Canada, qui est pourtant une puissance proche sur le plan économique, politique, géographique. Donc la doctrine Lighthizer ne voit... on pourrait la résumer comme les États-Unis ont des alliés, mais ils n'ont pas d'amis sur le plan économique, et les États-Unis doivent compter et ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Défendre strictement leurs intérêts, y compris lorsque c'est au détriment de leurs alliés. Est-ce que ça répond à votre question ? Parfait. J'avais une question qui n'avait aucun rapport avec la précédente, c'était plutôt par rapport à la politique américaine en tant que telle. Vous avez parlé donc de la nouvelle politique industrielle américaine. Vous avez aussi dit qu'il y avait un déclassement des classes moyennes. Et je voulais du coup savoir, est-ce que vous pensez qu'au regard des profonds changements de la politique américaine, un candidat socialiste a ses chances à court ou moyen terme, ou peut-être à long terme aux États-Unis, où c'est encore un idéal impossible à réaliser pour, par exemple, le Parti socialiste de Bernie Sanders ? Les socialistes sont déjà leur candidat, puisqu'il paraît que Kamala Harris est une marxiste. Donc tout sera résolu. Je pense que on n'est pas là d'avoir effectivement... alors la grande difficulté, c'est justement d'éviter ce que je raconte souvent, d'éviter notre vision ethnocentrique. C'est-à-dire que notre système politique, notre environnement politique, nous en France, ne peut absolument pas, et c'est ce que... tu as très bien expliqué, ne peut absolument pas se transposer aux États-Unis.
Et je pense que cette impossibilité d'un enracinement, j'allais dire, profond, massif du socialisme, et non pas du communisme, du socialisme au sens du réformisme sociétal dans la recherche d'équité et non d'égalitarisme, je ne pense pas que la société américaine soit mentalement prête pour cela, essentiellement pour deux raisons. D'abord parce qu'on est encore sur l'inertie de la conception mentale qui s'est construite pendant la guerre froide, où finalement socialiste, communiste, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'en 1959, la révolution mise en place par Fidel Castro est une révolution socialiste. Fidel Castro est un socialiste en 1959. Il n'est pas communiste, il n'est pas marxiste. Quelle est la décision des États-Unis en 1959 ? Comme d'habitude, sanctions économiques, mise en place donc d'un embargo, de blocus, puis plus tard d'un blocus, un embargo n'étant pas synonyme d'un blocus. Mais de ce fait, les États-Unis donc privent de ressources Cuba, et donc le nouveau gouvernement de Fidel Castro se retrouve obligé de se tourner vers le bloc soviétique pour survivre. Et c'est ainsi que la révolution castriste devient marxiste. Donc, dans l'inconscient collectif politique, qui est encore largement hérité de la guerre froide, dans les schémas mentaux de référence, surtout qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'actualisation, étant donné, ça, on l'a un petit peu souligné, mais étant donné qu'il n'y a pas d'apprentissage de l'histoire-géographie aux États-Unis, ce n'est pas une matière qui est enseignée. Donc les concepts durent longtemps, parce qu'il y a peu de renouvellement, d'actualisation sur ce point. Donc déjà, il y a une difficulté à dissocier socialiste, marxiste, et vous le voyez très bien dans le langage de Trump. La deuxième chose, elle est de nature religieuse, encore une fois, mais je pense que si vous avez compris l'importance fondamentale du paradigme religieux dans la politique américaine, vous aurez compris beaucoup de choses. Le socialisme est aux antipodes de la conception américaine de la prédestination. Pourquoi vouloir changer un état des choses lorsque l'inégalité sociale a été voulue par Dieu ? Ça n'a aucun sens. Donc, quelque part, la révolte sociale légitime dans le combat socialiste est une révolte contre Dieu. Donc, il y a ce frein de ce spectre du protestantisme qui est encore très marqué dans l'idéologie politique américaine et qui fait, à mon sens, que le socialisme n'a pas les bases idéologiques, le substrat intellectuel pour s'implanter durablement aux États-Unis. Donc ça restera un vote marginal, je pense, pour longtemps, et essentiellement, à mon sens, un vote peut-être de primo-arrivant ou un vote contestataire. Mais je ne pense pas que ça puisse être un parti qui, dans en tout cas à un court terme, puisque je ne suis pas Madame Irma, mais à court terme, je ne pense pas que ce soit une idéologie politique qui soit capable de rassembler un grand nombre d'Américains. Je rappellerai quand même qu'il y a déjà eu un parti socialiste aux États-Unis qui a eu son heure de gloire, mais qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Par contre, on pourrait parler, donc, dans le Parti démocrate, il y a la frange plus progressiste, on dit the progressive left, la frange plus radicale du Parti démocrate, elle existe. Donc Bernie Sanders en était un petit peu la tête de proue. Maintenant, c'est aussi Alexandria Ocasio-Cortez qui est un peu son héritière. Et qui représentait un peu cette frange plus radicale. On remarque par contre que Alexandria Ocasio-Cortez s'est tout de suite rangée derrière Kamala Harris cet été. Elle a d'ailleurs même été critiquée par Jill Stein, vous savez, du Parti vert, du Parti écologiste, parce que Jill Stein lui a dit « mais attention, Biden et Kamala Harris ne sont pas du tout d'accord avec toi sur Gaza, notamment, sur le Moyen-Orient, sur plein de choses, comment peux-tu faire cela ?» Mais on a vu que la menace Trump est telle, et le besoin de ce séisme cet été, quand le candidat démocrate est paru défaillant, a fait que tout le monde, même la partie la plus radicale, la frange radicale du Parti démocrate, s'est rangée
Et on n'a jamais vu une candidate rallier les troupes aussi rapidement. D'habitude, aux conventions, ça prend du temps. Et là, en quelques instants, tous les grands donateurs, il y a eu quelques jours où quelques démocrates ont dit oui, mais peut-être un autre candidat. Non, et finalement, tout le monde s'est allé derrière elle parce qu'il y a besoin de faire front. Pas une deuxième présidence Trump. Et voilà, et ça se joue vraiment à ça. Donc, le radicalisme existe aux États-Unis, bien sûr qu'il existe. Si jamais il devait être un parti à part entière et non plus la frange radicale du Parti démocrate, il ne s'appellerait pas socialiste parce que le mot est tabou, comme on vient de vous l'expliquer, le mot a trop de connotations communistes, mais il pourrait exister, surtout après ce qu'on a vu sur les campus américains ces dernières années. C'est surtout là, c'est les jeunes personnes dans les grands campus américains des grandes villes qui se revendiquent des idées socialistes, qui parfois même s'appellent, il y a des partis socialistes. Donc c'est ces personnes-là qui aiment et qui sont à l'aise avec les idées que l'on pourrait appeler socialistes, mais ils représentent, à la fois une minorité et aussi une classe privilégiée. Donc c'est que les classes privilégiées qui sont animées par ces idées. La vraie classe populaire, qui pourrait penser attirée par le socialisme, ne joue pas du tout avec ce type de terme idéologique. C'est une des contradictions intéressantes des États-Unis, c'est que les gens les plus progressistes idéologiquement sont aussi les plus privilégiés aujourd'hui et les plus éduqués. Voilà. Jean Jaurès, c'était un bourgeois. C'est ça. Mais est-ce qu'on a fait une révolution avec des bourgeois? C'est la grande question. D'autres questions? Là-bas, il y a une question. Là. Bonjour, du coup, vous avez évoqué la position importante de l'Indo-Pacifique. J'avais une question par rapport à la Chine et plus précisément à Taïwan. Par rapport à Taïwan, vous avez évoqué le fait que la technologie était vraiment très importante pour les démocrates et on sait que Taïwan est vraiment très important pour tout ce qui est microprocesseurs et aussi comme quoi les républicains et aussi les démocrates n'aimaient pas du tout la Chine. Enfin, on sait qu'il y a des tensions. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que les États-Unis seraient prêts à intervenir si jamais la Chine viendrait à envahir Taïwan comme il l'a souhaité avant 2049, d'ici 2049? Oui, Merci. alors, merci pour votre question à laquelle je m'attendais. Et vous savez quoi? La Chine et les États-Unis sont déjà en guerre. Ça s'appelle les stratégies indirectes de la guerre. La doctrine de la guerre en Chine est sortie en 2003. C'est ce qu'on appelle la théorie des trois guerres. Et les Chinois expliquent qu'aujourd'hui, les champs de la conflictualité couvrent tous les aspects de la vie. Et notamment, les Chinois estiment qu'une guerre s'emporte par la guerre psychologique, la guerre d'opinion et la guerre économique, que ce sont les principaux vecteurs pour remporter une guerre. Sur le plan de la guerre d'opinion, ça a déjà commencé. Lisez le bouquin de Paul Charon et de Jean-Gène Villemer sur le moment la Chine, le moment machiavélien, sur les stratégies de désinformation chinoises, ça a déjà commencé. La guerre par l'économie, ça a déjà commencé également. C'est-à-dire qu'on en a un petit peu parlé, mais effectivement, les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui dans une rivalité économique qui est extrêmement claire. C'est ce qu'on appelle le temps de la réduction de vulnérabilité. En règle générale, quand une situation de conflit se prépare, on voit les puissances, les futurs adversaires, réduire leur vulnérabilité économique à l'autre. C'est ainsi, par exemple, qu'on aurait pu deviner l'agression russe contre l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, la Russie n'arrêtait pas de dédollariser son économie, autrement dit de réduire sa vulnérabilité par rapport aux États-Unis. Et ça a préfiguré effectivement une agression. Donc oui, les États-Unis sont prêts à une guerre pour Taïwan. Elle a déjà commencé, pas que pour Taïwan. La confrontation sino-américaine a déjà commencé. La question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que les États-Unis sont prêts à une guerre de haute intensité pour défendre Taïwan ? Alors, je ne suis évidemment pas dans les secrets du Pentagone, j'aimerais bien, mais je ne peux que livrer des hypothèses. La logique
m'invite à penser que la stratégie chinoise pour mettre la main sur Taïwan sera plutôt une logique de guerre qu'on qualifie d'hybride, c'est-à-dire d'une guerre qui sera de nature économique, mais d'une guerre qui sera aussi une guerre par le droit, le lawfare. Alors, la Chine a d'ailleurs déjà commencé. Elle publie de plus en plus de cartes, vous irez voir ça sur Wikipédia, des cartes qui revendiquent des possessions territoriales en mer de Chine, ce qu'on appelle la théorie des 9 traits. Et donc, dans ces cartes, on voit que la Chine montre sa souveraineté sur la mer de Chine en englobant Taïwan. Donc elle manifeste déjà sur un plan intellectuel, sur le plan de la cartographie, qu'elle a pour ambition de mettre la main sur Taïwan. Maintenant, je pense, et vous avez vu là très récemment un exercice qui s'est livré en mer de Chine, les Chinois ont simulé un blocus de Taïwan. Donc moi je pense plus que, enfin j'ai du mal à imaginer une confrontation, même si évidemment on voit bien que la Chine comme les États-Unis sont dans cette préparation d'une confrontation de haute intensité. C'est ce qu'on appelle un dilemme de sécurité. Quand vous voyez votre adversaire potentiel monter en puissance, vous aussi vous cherchez à monter en puissance. Mais la montée en puissance de l'armée chinoise face à l'armée états-unienne ne veut pas forcément dire qu'ils ont comme objectif de lancer une guerre contre les États-Unis. Pensez simplement au fait que la démographie chinoise est fragile. C'est une population qui est vieillissante. On a beaucoup de familles où il n'y a qu'un seul enfant. Pensez-vous vraiment que la société chinoise soit prête à sacrifier son enfant unique ? Donc moi je pense que oui, les États-Unis et la Chine sont déjà et sont prêts à une confrontation, mais dans le cadre de stratégies indirectes. Guerre économique, guerre par le droit, guerre psychologique aussi par l'intimidation. Et ce sera une guerre des nerfs finalement qui, à mon sens, décidera du sort de Taïwan. Mais il est vrai que pour l'instant, les États-Unis ont tendance à montrer un soutien indéfectible à Taïwan. La question est de savoir pourquoi. Vous l'avez dit, une grande partie des microprocesseurs de la planète sont produits à Taïwan. Seulement, je m'interroge, moi, sur les conséquences du CHIPS Act, c'est-à-dire de cette loi qui est passée aux États-Unis et qui favorise, qui encourage, qui subventionne la production de microprocesseurs sur le territoire états-unien. Que va-t-il se passer lorsque les États-Unis seront autosuffisants en matière de production de microprocesseurs ? Auront-ils autant d'intérêt pour soutenir Taïwan ? Iront-ils mourir pour Taïwan ? N'oubliez pas qu'à partir du moment où les États-Unis sont devenus autosuffisants en matière de production d'énergie, ils se sont détournés du Moyen-Orient. Donc je ne peux faire que des suppositions, mais je ne suis pas sûre que les boys américains iront mourir à Taïwan. J'avais une question rapide sur cette idée de fracture sociale, fracture interne des États-Unis. On entend énormément parler qu'il y aurait une forme de guerre civile aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Et en même temps, on comprend que leur programme, notamment leur programme à l'international, se rapproche sur de nombreux points. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe ? Je prends la première moitié du paradoxe. Alors, des fractures sociales aux États-Unis, il en a toujours existé. C'est un pays immense, 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 qui est composé de 50 États différents. Fractures sociales géographiques, entre le nord et le sud, historiquement. Fractures aujourd'hui géographiques entre les grandes villes des deux bords, de la côte est, côte ouest, versus le Midwest, le milieu. Fractures également entre la ruralité et la ville, à tout un tas d'autres échelles également. Et bien sûr, les fractures raciales, qui encore aujourd'hui sont très 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 importantes dans toute étude démographique des États-Unis et qui ont toujours leur importance aux États-Unis. On peut rajouter peut-être même une fracture genrée aujourd'hui avec la question de l'avortement, parce que beaucoup de femmes, républicaines comme démocrates, ont dit, une proportion importante,
que la question de l'avortement était la question la plus importante pour elle. Et on en reparlera peut-être plus tard de l'avortement, mais sachez que vous avez peut-être vu qu'il y a eu la publication des mémoires de Melania Trump ces derniers jours, et qu'elle dit qu'elle soutient absolument l'avortement comme un droit. Donc en fait, on va en reparler peut-être plus tard, mais les républicains sont en train d'essayer très maladroitement de se repositionner comme pro-avortement, parce qu'ils ont compris que si ça les avait aidés aux dernières élections, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et que ça leur a coûté politiquement ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement. Très maladroitement, mais ils essayent de finalement dire que le droit à l'avortement serait une valeur républicaine, puisqu'il s'agit de liberté. Et la liberté de jouir de son corps. Et la liberté, c'est la grande valeur républicaine. Là où la liberté était républicaine, l'égalité était démocrate, ils vont essayer de récupérer le mot liberté en disant, de toute façon, l'avortement, c'est une question de liberté individuelle, et nous, au Parti républicain, on adore les libertés individuelles. Vous allez voir qu'inversement, le Parti républicain est en train d'essayer de s'approprier le mot liberté également. Donc Kamala Harris utilise beaucoup le mot liberté dans ses discours. Elle parle de liberté pour essayer de récupérer les démocrates qui en auraient marre de Trump. Voilà. Donc fracture sociale, je pense que la plus importante dont j'ai envie de parler, c'est celle qui a reconfiguré l'échiquier politique des dernières années. Donc traditionnellement, le Parti démocrate, historiquement, c'était le parti des États du Sud, c'était le parti des esclavagistes. Il a eu plusieurs, au fil des ans, c'est devenu le parti des classes ouvrières, le parti de la gauche. Et puis le parti républicain, qui était initialement le parti de cette frange radicale, féministe, abolitionniste, etc., et progressivement devenu le parti de la droite, le parti qui n'aime pas les impôts, le parti de la gauche. Donc ça, c'était vrai pendant un bon siècle et demi. Et très récemment, on voit encore à nouveau ces deux partis changer de camp, c'est-à-dire que la classe ouvrière blanche est partie pour à virer parti républicaine, entre autres parce qu'ils pensent que le Parti démocrate s'occupe trop des minorités raciales, s'occupe trop des femmes, s'occupe trop des personnes LGBTQ+. Et donc ils disent, voilà, vous vous inquiétez en fait de ces personnes-là, qui sont en fait la nouvelle élite, personnes qui vont à l'université, qui habitent dans les grandes villes, c'est la nouvelle élite. Vous ne vous souciez que de cette nouvelle classe moyenne, classe élite, classe éduquée. Et puis nous, les vrais Américains, les blancs, les travailleurs, ceux qui habitent dans les zones rurales, vous ne vous souciez plus de nous avec votre wokisme, donc nous allons aller vers le parti républicain qui représente une espèce de retour en arrière, Make America Great Again, vers une notion un peu archaïque de la masculinité également, mais qui redonnerait à ce sentiment de déclassement social une certaine légitimité. Donc, ça, c'est vraiment la fracture sociale, je pense, qui est la plus importante pour ces élections. Voilà. Je compléterai vraiment très rapidement. À mon sens, pour répondre, pour résoudre le paradoxe, je pense que la différence entre républicains et démocrates, elle est moins sur la doxa que sur la praxis. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu des divergences, c'est sûr, mais il y a aussi pas mal d'éléments de convergence. En revanche, ce qui fait ce risque de guerre civile, c'est la montée très forte de la violence politique aux États-Unis. Et c'est ce qu'on a vu vraiment avec l'assaut sur le Capitole, on en a parlé tout à l'heure. Mais je pense que la menace, en tout cas cette peur de la guerre civile, elle est plus liée à la pratique politique, cette brutalisation de la politique, qu'aux divergences doctrinales elles-mêmes. Même si sur certaines divergences doctrinales, c'est compliqué parce que c'est des sujets très clivants et un peu impossibles à résoudre. Donc l'avortement, c'est une de ces questions parce qu'elle brasse tout ce qui va du religieux, etc., au médical, qui est très compliqué à trancher. La question du port d'armes également et de la régulation du port d'armes, c'est très compliqué. Ça, c'est encore, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à la résoudre. L'immigration également, même si finalement assez convergent en termes de pratique. Il y a des questions de valeurs. On a vu par exemple l'émergence des villes sanctuaires aux États-Unis pour protéger les migrants versus ceux qui sont complètement opposés à toute montée de l'immigration. Donc on a quand même des choses qui restent très clivantes, même si il peut y avoir des points de convergence. En fait, c'est devenu deux cultures
avec ses signaux, avec ses langages, avec ce qu'on appelle en anglais des dog whistles, c'est le sifflet que seul l'ultrason que seul le chien peut en prendre. Donc tout se joue dans le langage et dans ce théâtre politique. Et on cherche à conforter ses propres idées et à vraiment s'écarter de celles de l'autre. Donc une polarisation très très forte qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec finalement la pratique. Et rappelez-vous, au niveau fédéral, il peut se passer des choses importantes, mais le quotidien des Américains est vraiment géré par ce qui se passe au niveau local, au niveau des États. Donc dans ce théâtre politique cache en fait énormément de choses qui se passent localement. On vous propose de prendre une dernière question là-haut, et après, vraiment en 5 minutes, histoire de se garder le temps pour le rituel que vous commencez un petit peu à connaître de fin de conférence. Bonsoir. Comment expliquer l'émergence du mouvement Tea Party et comment juger de son impact dans la montée du Trumpisme dans les années 2010 dans la société américaine? Vous nous sortez les vieilles références, le Tea Party. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Tea Party, donc il y avait un parti qui s'appelait le parti du thé, le Tea Party, en référence bien sûr à la Boston Tea Party, et c'était un parti libertaire. Et voilà, aux États-Unis, ce que ça veut dire libertaire, c'est aucun impôt du tout sur rien, et aussi bien sûr, vraiment, on est contre l'autorité centrale, contre tout gouvernement central, contre toute autorité. C'est essentiellement au niveau fiscal que ça se joue, mais c'est un parti qui avait comme on l'a dit, les third parties ont rarement beaucoup d'impact, mais celui-ci avait fait un peu peur aux républicains. C'est un peu une faction qui s'était détachée du parti républicain et qui avait un peu fait peur au début des années 2000. Mais le Tea Party a été entièrement absorbé aujourd'hui par le parti républicain. Donc finalement, il n'existe plus. Mais on retrouve beaucoup des mêmes idées et beaucoup de discours assez extrêmes dans le Trumpisme d'aujourd'hui. Donc beaucoup de leurs idées, elles font maintenant partie les valeurs du Tea Party sont en partie celles de MAGA aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah pardon, les conditions qui ont permis son émergence. Comme c'était vraiment très très idéologique, quelques penseurs idéologiques, quelques penseurs libertaires qui ont attisé le fou. Et puis, comme tout parti, il suffit que certaines. Je pense que on avait déjà avec le Tea Party une radicalisation d'une frange du parti républicain, qui n'était plus, avec. En fait, et je pense, surtout quand le parti républicain, sous les Bush, s'est beaucoup intéressé au Moyen-Orient, etc., on a commencé à avoir des républicains qui s'intéressaient plus vraiment aux questions internes, qui voulaient revenir, parce que les Tea Party n'avaient pas de politique étrangère, c'était vraiment sur les libertés au niveau interne. Et donc, on voit déjà les Américains en avoir marre de parler de l'ailleurs et de vouloir se recentrer sur eux-mêmes. Et puis voilà, tout un tas de penseurs idéologiques, de think tank. On peut parler aussi peut-être aussi de l'émergence de la croissance de réseaux comme la Fox News. Donc attention, avant Fox News, il y avait les radios conservatrices aux États-Unis qui ont vraiment pris leur envol et qui ont attisé le radicalisme. Ces radios sont ensuite devenues Fox News et les autres canaux de ce type. Donc en fait, on a une radicalisation progressive du Parti républicain, entre autres à cause de la transformation du paysage médiatique. Et je pense que ça a aussi joué dans l'émergence du Tea Party. Voilà, à froid. Très bien, avant de finir la conférence, vous le savez, on pose 2 questions un peu symboliques qui vont revenir toute l'année à nos invités. Et je laisse Eva commencer. Donc première question qui n'a pas spécialement à voir avec le sujet de la conférence. Auriez-vous un livre, une œuvre à recommander aux étudiants ici présents qui vous a marqué quelque chose comme ça? Je l'ai ici. Moi, je l'aide mon téléphone. Celui-là. How Democracy Dies.
Alors, oui, non, mais justement, la prise de conscience du danger évite le danger, a priori. C'est ce qu'on appelle la prévention. Je trouve, alors, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que cette réflexion de Levitsky et Ziblatt, je pense que le texte a été traduit en français, hein. Vous reprend en fait des idées plus anciennes, notamment toutes les théories d'Alexis de Tocqueville, qui expliquent quelque chose que nous devons tous avoir parfaitement en tête, c'est que lorsque les démocraties meurent, c'est très souvent de l'intérieur. On a tendance à croire que les démocraties s'effondrent par le résultat de défaites extérieures, par des contestations, par des concurrents extérieurs. Et en réalité, l'histoire montre que la plupart des démocraties, depuis l'Antiquité, se sont effondrées sur elles-mêmes en raison des fracturations internes de leur société. Et donc je pense que prendre conscience de ça, c'est un ouvrage qui est en plus très facile à lire. Je pense que c'est une réflexion politique qui vous amène à une vision extrêmement, qui vous donne en tout cas un prisme de lecture d'enjeux contemporains multiples. Donc moi j'aurais tendance à conseiller celui-là. Et moi je vais vous conseiller un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps de Céline Maranger et Maude Kessar, qui s'appelle Les guerres de l'information à l'ère numérique. Et qui sont particulièrement intéressants pour comprendre le contexte médiatique tout particulier de notre époque, hein, parce que tout se joue maintenant dans ce contexte de désinformation, tout se joue vraiment sur les... Voilà, on ne peut pas parler politique sans parler de ce paysage médiatique qui est transformé. Hein. On nous rappelait à la conférence qui a eu lieu avant-hier à l'Institut franco-américain, hein, que la plupart des médias qui sont influents dans ces élections américaines aujourd'hui n'existaient pas il y a 4 ans. Hein. Le type d'interview qu'on va faire aujourd'hui, auprès de quel podcast, on va aller parler des podcasts, on va aller en ligne, on va aller sur TikTok. Voilà, les campagnes ne sont plus les mêmes que même il y a 4 ans. Donc voilà, je vous recommande Les guerres de l'information à l'ère numérique, Céline Maranger et Maude Kessar. Voilà, et c'est publié au PUF. Et pour une note peut-être plus légère, est-ce que vous auriez un conseil à donner au public, mais surtout à la jeunesse, à nous? Un conseil général. Je te laisse commencer. Oui, j'en ai un. Soyez heureux. En dissonance avec le paysage apocalyptique qu'on a peut-être pu vous peindre. Moi, bon, maintenant que tu as dit soyez heureux, je veux dire, va être nul. Mais c'est l'avantage de commencer. Mon conseil, c'est juste qu'on parle beaucoup des États-Unis et c'est facile d'en rire à distance, c'est facile de stéréotyper parce que c'est vrai que tout semble extrême vu à travers un écran, et que c'est un pays d'une très très grande diversité, d'une très grande complexité, et que donc essayez le plus possible d'écouter les Américains eux-mêmes parler les sources anglophones, lisez en anglais, écoutez des choses en anglais, parce que de notre point de vue français, on peut vraiment réduire ce qu'est un pays qui est traversé, pétri de ses contradictions, comme tous les pays d'ailleurs, et d'essayer de vraiment avoir de l'humanité, de l'empathie pour essayer de comprendre comment toutes ces personnes sont prises au piège d'un système compliqué, toujours changeant, et que ces élections finalement de la semaine prochaine, elles ne sont pas importantes. C'est pas ça qui est important aux États-Unis. Hein. Il se passe tout un tas de choses merveilleuses et vous consommez énormément de culture américaine. Et donc vous devez savoir que c'est pas juste les élections qui sont importantes, hein, c'est tout le reste, toutes ces voix multiples et variées qui s'expriment aux États-Unis. Voilà, donc un peu d'ouverture d'esprit. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. N'oubliez pas, la semaine prochaine, lundi, avec Batna, on va recevoir un diplomate. Et mercredi, Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste, et on parlera de la 6ème République, éventuellement.
Et votez aux élections, si c'est pas déjà fait.